Tu t'es déjà demandé ce que ça fait de quitter la civilisation pendant presque 2 mois, de marcher chaque jour avec tout ce dont tu as besoin sur le dos, et de traverser une chaîne de montagnes entières, du bord de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, sans jamais prendre un transport, sans raccourci, sans pause, facile. Parce que c'est exactement ce que représente le GR10, une traversée intégrale des Pyrénées à pied, environ 900 km, plus de 50 000 mètres de dénivelé positif, et surtout une expérience qui transforme complètement la manière dont on perçoit l'effort, le temps et même la notion de confort. Et ce qui est fascinant avec ce trek, c'est qu'il attire autant des randonneurs expérimentés que des personnes qui cherchent un basculement total dans leur vie. Certains le préparent pendant 1 an, d'autres s'y lancent presque sur un coup de tête. Mais tous finissent par se confronter à la même réalité. Le GR10 n'est pas un projet sportif, c'est un mode de vie temporaire. Le départ se fait généralement à Hendaye, au niveau de l'océan Atlantique. Au début, tout paraît presque trop simple. Les premiers kilomètres traversent le Pays Basque, avec des collines verdoyantes, des forêts denses, des villages vivants, et une météo souvent humide mais encore clémente. C'est une phase trompeuse, parce que le corps est frais, le sac semble supportable, et l'esprit est encore dans une logique de randonnée classique. Mais très vite, la montagne impose son rythme. Les premières vraies ascensions arrivent, les jambes commencent à brûler, et le poids du sac devient un sujet central, parce que sur le GR10, chaque gramme compte. Un sac en autonomie complète tourne généralement entre 10 et 15 kilos. Et sur 900 km, ce poids n'est pas seulement une contrainte physique, c'est un facteur qui influence la vitesse, la récupération et même la motivation. La grande erreur de beaucoup de débutants, c'est de sous-estimer la fatigue cumulative. Une étape de 18 km avec 1000 mètres de dénivelé peut sembler raisonnable sur le papier. Mais après 5, 10 ou 15 jours consécutifs, ce type d'effort devient une routine exigeante. Le corps ne récupère jamais complètement. Et c'est là que le GR10 commence vraiment, quand la fatigue n'est plus un incident, mais un état normal. Sur le plan technique, le sentier est globalement bien balisé, avec le marquage rouge et blanc typique des GR en France. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Certaines sections sont extrêmement raides, avec des descentes cassantes pour les genoux, des passages glissants après la pluie, et des portions où la progression devient très lente. Dans les Pyrénées centrales notamment, le terrain devient plus alpin, avec des cols au-dessus de 2000 mètres, des pierriers instables et parfois des névés résiduels même en début d'été. La météo est un autre facteur critique. Même en juillet ou août, les conditions peuvent changer brutalement. Il n'est pas rare de partir sous un grand soleil et de finir dans le brouillard ou un orage violent en altitude. Le vent sur les crêtes peut rendre certains passages éprouvants, voire dangereux. C'est pour ça que sur le GR10, la planification est importante, mais la capacité d'adaptation l'est encore plus. Il faut accepter de modifier son étape, de s'arrêter plus tôt, ou au contraire, de continuer si les conditions le permettent. L'un des aspects les plus stratégiques du trek, c'est l'organisation de l'eau et du ravitaillement. Contrairement à d'autres grandes traversées, le GR10 passe régulièrement par des villages, ce qui permet de se ravitailler tous les 2 à 4 jours en moyenne. Mais cela demande une vraie anticipation. La nourriture doit être pensée en termes de densité calorique, de poids et de simplicité de préparation. Beaucoup de randonneurs utilisent un mix entre lyophilisé, produits locaux et achats en épicerie de village. Le sommeil est un autre pilier de la réussite. Certains choisissent les refuges, d'autres la tente. La tente offre plus de liberté, mais ajoute du poids et de la logistique. Les refuges apportent du confort et de la récupération, mais imposent des réservations ou une dépendance aux places disponibles en haute saison. Et sur un trek de cette durée, la qualité du sommeil influence directement la capacité à enchaîner les étapes. Au fil des jours, quelque chose se produit toujours sur le GR10. La transformation mentale. Les premières journées sont souvent dominées par l'excitation et les douleurs physiques. Puis viennent les doutes. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que j'ai sous-estimé le projet? Et ensuite, progressivement, une forme d'acceptation s'installe. Le cerveau arrête de lutter contre la fatigue et commence à fonctionner en mode économie. Les pensées deviennent plus simples. Marcher, manger, boire, dormir. Cette simplification mentale est l'un des aspects les plus puissants de la traversée des Pyrénées à pied. On sort du bruit constant du quotidien moderne. Les notifications disparaissent, les obligations aussi. Il ne reste qu'un objectif très concret. Avancer jusqu'au prochain col, jusqu'au prochain village, jusqu'au prochain jour.
Le GR10 est aussi une aventure humaine unique. On croise des randonneurs venus du monde entier, chacun avec sa propre stratégie. Certains avancent en vite et dorment peu. D'autres prennent le temps d'explorer, de se reposer, de s'adapter. Dans les refuges, les discussions sont simples mais profondes. La météo, les étapes, les douleurs, les paysages. Il y a une solidarité naturelle qui s'installe entre les marcheurs, même sans se connaître. Et puis, il y a les moments techniques les plus exigeants. Certaines sections peuvent devenir problématiques en cas de pluie prolongée ou de neige tardive. Les descentes longues sollicitent énormément les genoux, et les erreurs de gestion d'effort se peinent rapidement. Un départ trop rapide dans les premiers jours peut littéralement ruiner la suite du trek. C'est pour ça que l'entraînement avant le GR10 est crucial. Il ne s'agit pas seulement de marcher un peu avant de partir, mais de préparer le corps à l'endurance longue durée. Idéalement, des randonnées avec dénivelé, un sac chargé, et des journées consécutives d'efforts permettent d'éviter le choc des premiers jours. En termes d'équipement, la tendance actuelle va vers la légèreté intelligente. Sac à dos optimisé, tente ultralight ou bivouac. Vêtements techniques multicouches, gestion stricte du poids superflu. Chaque objet doit justifier sa présence. Sur 900 km, un objet inutile devient un fardeau répété des milliers de fois. À mesure que l'on avance vers l'est, le paysage évolue. Les Pyrénées occidentales sont vertes, humides, très forestières. Les Pyrénées centrales deviennent plus hautes, plus minérales, plus sauvages. Puis les Pyrénées orientales prennent une ambiance plus sèche, plus méditerranéenne, avec des panoramas ouverts et une lumière différente. C'est comme traverser plusieurs pays en une seule randonnée. Et plus on avance, plus la perception du temps change. Au début, on compte les kilomètres. Ensuite, on compte les jours. Puis, on finit par vivre dans un rythme totalement différent, dicté uniquement par le soleil et la fatigue. Cette transformation est souvent ce que les randonneurs retiennent le plus longtemps après la fin du trek. Et puis arrive la fin, généralement du côté de Banyuls-sur-Mer. Voir la mer après des semaines de montagne crée un contraste presque irréel. Beaucoup décrivent en ce moment comme une forme de choc émotionnel. La fin d'un effort immense, mais aussi la fin d'un quotidien simple et structuré. Parce que paradoxalement, la vie sur le GR10 est dure, mais elle est aussi incroyablement claire. Ce qui rend le GR10 unique, ce n'est pas seulement sa distance ou son dénivelé, c'est la manière dont il transforme la relation au confort, à l'effort et à la simplicité. C'est une expérience où chaque jour est réduit à l'essentiel, où chaque décision a un impact direct, et où le corps et l'esprit apprennent à fonctionner ensemble dans un environnement exigeant. Et si tu regardes ce type de traversée de loin, ça peut sembler extrême, mais pour ceux qui l'ont vécu, ce n'est pas une performance. C'est une succession de jours très simples, très concrets, très réels. Marcher, encore et encore, jusqu'à ce que la montagne se termine. Et au fond, la vraie question que pose le GR10 n'est pas « Combien de kilomètres peux-tu faire ?», mais plutôt « Qu'est-ce qu'il reste quand tu enlèves tout le reste ?»